Bonjour à tous et à tous et merci de nous retrouver donc pour ce replay pour un atelier dédié à la peur. Donc hors enregistrement, nous avons fait, on va dire, une proposition des différentes peurs et des différents blocages. Donc simplement pour rappel, les thématiques liées à la protection vont être étudiées dans l'atelier qui aura lieu mardi 16 novembre et qui est dédié spécifiquement à la protection et à l'attitude mentale. Et après, tout ce qui est de l'ordre des contacts, chose que je comprends très bien, va être étudié un petit peu plus loin dans la médiumnité en pratique, la différence entre les guides spirituels. Donc, dès vendredi 19 novembre et mardi 23 novembre, on va être beaucoup plus sur le contact à lui-même. Alors, pourquoi est-ce que je ne mets pas la charrue avant les bœufs? Tout simplement parce que avant de pouvoir faire des contacts, il faut que vous, de votre côté, vous soyez totalement, je dirais, en phase avec vos capacités, voir de quoi vous êtes capable, comment ça fonctionne auprès de vous, et après aussi voir aussi à mettre un terme, c'est le sujet de l'atelier aujourd'hui, un terme par rapport à vos craintes et vos blocages. Ce que je souhaitais expliquer là pour le moment, c'est que je vais faire la vidéo en deux phases. Donc l'audio replay va comporter deux phases. La première phase que je vais étudier avec vous aujourd'hui, c'est la notion de manque de confiance, la légitimité, voilà, qui fait partie déjà par rapport à vos... Voilà, manque de confiance, la légitimité par rapport à votre médiumnité. Ça, je vais l'étudier donc avec vous maintenant. Je vais vous lire un petit article là-dessus. Et après un entretien sur ce petit article, je vais mettre en pause, stopper cette première partie du replay pour ensuite étudier les autres thématiques en lien avec le bas astral, l'attraction des mauvaises énergies, la visite des défunts de manière un peu intempestive, le doute dans les messages, faire la différence entre la bienveillance et la malveillance. Cette partie-là sera vue tout de suite après cette première partie, mais elle sera réservée uniquement aux membres du groupe. Ok? Donc je vais attaquer tout ce qui est de l'ordre du manque de confiance et cette notion de légitimité. Cette notion de légitimité, je l'ai, comment dire, je me suis penchée dessus. Alors pourquoi je me suis penchée dessus? Parce que moi, dans ma jeunesse, comme j'ai expliqué ce matin, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais douté de ce que je vivais ou de ce que je faisais ou de l'utilité de ce que je faisais ou du rôle que j'avais à jouer là-dedans. J'ai douté, comme je vous l'avais expliqué ce matin, d'un état, on va dire peut-être de pathologie psychiatrique ou de pathologie, on va dire neurologique par rapport à l'hémiplégie que j'ai eue quand j'étais gamine et qui a donné lieu après à une opération dans ma 12e année. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai expliqué, avec, on va dire, les bilans neurologiques, j'étais en droit de penser à cette époque-là que peut-être j'avais un grain dans la tête et que peut-être tout ça c'était que comment dire le fruit de mon imagination ou peut-être même d'un trouble psychiatrique. Ok. Mais une fois que l'astral m'a donné l'occasion par une mise en situation étant jeune de lever ce doute sur le fait que j'étais bien médium, je n'ai plus eu, comme vous l'avez connu, pour certains et certaines, je n'ai plus eu cette notion de manque de légitimité. Donc du coup, j'ai dû me pencher sur ce sujet-là, en recueillant les témoignages des gens que j'ai pu avoir lors des consultations, lors des ateliers en individuel, lors des conférences ou lors des ateliers groupés. Donc, tout cela, tout ce que j'ai pu, on va dire, rassembler comme données au sujet de cette légitimité, a donné lieu à un article qui a été posté en décembre 2020 sur mon Facebook. C'est pas si vieux que ça fait juste à peu près un an. Mais voilà, j'avais envie de vous le lire et je pense que très sincèrement, ça va nous être utile. Après, on va pouvoir en discuter. Je vous rassure. Excusez-moi, avant que vous commenciez à lire. Donc, je vais commencer la lecture. Alors, ici... Il est dans ton bouquin, Inès? Non, cet article-là, parce que j'aime bien mettre des articles comme ça aussi en post sur Facebook, cet article-là ne fait pas partie d'un bouquin. Je pensais également un jour ou l'autre mettre en livre les petits articles, mais bon, je pense que les réseaux sociaux se chargent suffisamment de diffuser entre les partages et tout, donc voilà, on va le retrouver comme ça. Alors, je vais vous demander simplement de couper à tous et à toutes vos micros et je vais pouvoir commencer à vous lire et vous faites des petites annotations au fur et à mesure que je lis. Ok? Ça marche, on se retrouve tout de suite après la lecture.
Alors j'avais intitulé cet article Capacité extrasensorielle et légitimité. Cette tâche vous est dévolue. Ça, c'est une phrase que l'on peut entendre provenant du film Les Seigneurs des Anneaux. À un moment donné, c'est la reine des elfes qui s'adresse à Frodon et qui lui dit comme ça, cette tâche vous est dévolue. Alors oui, certainement, et regardez votre parcours et le mien, très certainement, vous êtes peut-être médium, voyant, magnétiseur, et il faut savoir que ce parcours, que ce processus de développement de vos capacités est une réalisation personnelle qui s'inscrit dans votre parcours d'âme. C'est donc, comprenez-le bien, une continuité de votre âme qui s'exprime dans votre incarnation actuelle, aujourd'hui et maintenant. Donc, l'intérêt des aptitudes que vous avez, a fortiori, c'est le fait d'aider, d'accompagner votre prochain, pour pouvoir aussi très certainement vous trouver vous-même en rapport, en relation aux gens que vous allez côtoyer tout au long de votre carrière ou des aides bénévoles que vous pouvez amener les uns les autres. Le fait d'être médium, c'est être l'intermédiaire. C'est aussi le fait peut-être aussi pour vous par la suite de transmettre certaines connaissances que vous auriez reçues, que vous auriez acquises du fait de vos activités. Est-ce que tout le monde est doté d'une capacité, d'un don? Pour moi, comme on l'avait vu tout à l'heure, en ce qui concerne la médiumnité, c'est une aptitude qui vous permet de faire le lien entre le monde spirituel, les morts et les vivants. Il y a aussi l'énergétique. Il faut comprendre donc que si l'on place en vous ce type de médiumnité, c'est que vous avez une maturité d'esprit et l'endurance et aussi l'aisance pour pouvoir le faire. La maturité d'esprit, ça c'est votre parcours d'âme qui vous l'apporte, c'est-à-dire l'ensemble de vos incarnations antérieures, donc toutes vos vies antérieures, et aussi tout ce que vous avez expérimenté dans l'au-delà. Donc, une fois que l'on décède, on apprend encore des choses de l'autre côté. C'est vrai, ça je l'explique aussi par ailleurs, c'est une publicité mensongère que de vous dire vous allez vous reposer une fois mort. C'est absolument faux. On travaille 1000 fois plus une fois de l'autre côté qu'ici-bas. Donc profitez de vos vacances tous et toutes. Là, lorsqu'on est dans ce parcours de médiumnité, il y a aussi une capacité, on va dire, de mise en possibilité de faire mûrir votre esprit, votre incarnation, puisque votre incarnation, par ce que vous vivez, par les mises en situation, vous permet d'acquérir et de compléter vos connaissances et de faire preuve aussi de maturité. Il y a aussi une obligation lorsque l'on est médium d'être dans l'endurance, c'est-à-dire que, comme on l'avait vu ce matin, avec certains contacts défunts, on peut être particulièrement éprouvé, donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine solidité, une certaine résistance, qu'elle soit de l'ordre du psychologique, parce que c'est pas simple que de causer avec des défunts, ou d'être malmené par certaines choses que nous verrons ensuite dans la deuxième partie de cet atelier, en lien avec tout ce qu'on appelle le bas astral, ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut une certaine endurance et il faut aussi avoir une certaine aisance pour pouvoir être médium, c'est-à-dire qu'il ne faut pas douter de soi, il ne faut pas, craindre de prendre la parole pour exprimer ou pour transmettre des messages. Donc c'est vrai qu'il faut aussi une certaine aisance, une certaine fluidité dans le contact que vous pouvez avoir auprès des gens. Avec ceci, on va y ajouter tout ce qui est de l'ordre du tact, du discernement. Voilà, tout simplement parce que le tact, comme on l'avait vu, la médiumnité touche principalement les familles endeuillées. Donc il faut savoir poser les choses, les présenter sans heurter, tout en respectant la nature des messages et tout en étant, on va dire, dans la possibilité d'un discernement. C'est-à-dire que lorsque vous commencerez à faire des contacts médiumniques, on attend de vous que vous soyez dans une capacité à comprendre qui est là devant vous ou qu'est-ce qui est là devant vous, que ce soit donc un défunt ou une entité. Vous comprendrez à l'énumération de ces éléments-là que tout le monde n'a pas à être médium, ou tout le monde ne peut pas l'être non plus, parce qu'il y a une implication qui est de l'ordre de l'émotionnel, une implication qui est de l'ordre de l'humain, et une implication aussi de l'ordre énergétique, puisqu'on peut être malmené aussi dans sa médiumnité par certaines attaques, certaines atteintes, certaines failles, certains parasitages, et ainsi de suite.
Comme je l'expliquais également en d'autres ateliers, attention à ne pas confondre la médiumnité avec la guidance ou même l'intuition. La guidance, tout le monde est en capacité d'être guidé. C'est une intériorisation, c'est une connexion à une information qui est de l'ordre de l'intérieur lorsqu'on s'interroge au niveau de notre âme ou que l'on peut aller rechercher auprès de ses guides en extérieur. Et l'intuition est une chose qui est accessible à tous, mais qui ne prédispose pas non plus d'une médiumnité. Alors, quand on me dit « je ne me sens pas légitime », moi je pense, de mon point de vue, que cet état d'illégitimité va faire peut-être aussi référence à la place du médium dans la société, déjà dedans, et comment vous vous percevez aussi. Pourquoi la place du médium dans la société? Tout simplement parce que vous allez être, c'est même pas une hypothèse, c'est même pas optionnel, il est certain que vous allez être soumis au jugement des autres. Et vous risquez aussi d'être limité par votre propre jugement sur vous-même. Parce que déjà avoir des gens en face qui vous expliquent que ce n'est pas possible, que tout ça c'est dans votre tête, que peut-être vous êtes complètement retourné du cerveau ou vous avez rejoint une secte, ces choses-là, vous vous êtes sans doute entendu dire déjà. C'est vrai qu'avec le regard extérieur que l'on peut avoir au niveau des médiums, déjà rien que le fait de s'afficher en tant que médium, ce n'est pas une chose gagnée, une chose évidente pour tout le monde. Donc cela va induire votre propre jugement par rapport à votre équilibre psychique. Parce que la médiumnité, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous voulez me retrouver dans ces ateliers, vous avez déjà quand même cheminé dans ce que vous étiez, dans ce que vous avez vécu, et vous êtes quand même, on va dire, en règle avec vous-même. Mais dans vos débuts, très certainement, vous vous êtes posé vraiment des questions, ne serait-ce que sur votre équilibre psychique, sur votre état mental, en vous disant, non mais ça y est, je suis en train de virer schizophrène, ou j'ai une très grande imagination, ou voilà, quelque chose ne tourne pas rond chez moi. Ceci ayant conduit chez bon nombre d'entre vous à un refoulement de vos aptitudes extrasensorielles par peur du jugement, par la peur d'être hors norme. L'échec, voilà également un des facteurs dans ce sentiment de rechercher une certaine légitimité. Les aptitudes extrasensorielles nécessitent du concret. À chaque rencontre, à chaque expérience ou même à chaque séance dans le cadre d'une pratique professionnelle, il faut démontrer ce que l'on avance. Comme moi je l'explique auprès de mes clients, on est vraiment dans le fait de remettre son titre à jeu à chaque consultation. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas au prétexte que vous avez un médium qui a une expérience que demain, il ne va pas échouer sur un contact défunt où il ne va strictement rien voir en termes de voyance. Donc on est quand même aussi dans un souci peut-être d'inquiétude, ne serait-ce que de l'échec, en se disant si ça se trouve, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas fait pour moi, je ne serai pas capable de canaliser quoi que ce soit et de retransmettre quoi que ce soit. En même temps, vis-à-vis de votre clientèle ou des personnes qui viennent vous contacter à titre bénévole, normalement, un vrai médium, un bon médium, se doit de démontrer ce qu'il avance. C'est-à-dire que le médium est une personne que l'on vient consulter et à qui on ne doit strictement rien dire. Ça, nous le verrons bien évidemment lors des ateliers en divination et lors des ateliers en contact défunt. Il est certain que si vous avez des personnes qui viennent vous voir et qui vous expliquent tout de but en blanc par rapport à un défunt, par rapport à leur voyance ou leur problématique, vous avez quand même une sacrée marge, on va dire, de manœuvre dans le pipotage. Ça, c'est mon point de vue. Lorsque l'on vient me voir, la règle est la suivante, on ne me dit rien. On me dit simplement, voilà, je viens vous voir pour un contact défunt, pour une voyance sur tel domaine, je vous donne les photos, à vous de vous débrouiller avec ça. Ça, c'est être dans la médiumnité et c'est être aussi dans la guidance ou la divination ou la voyance médiumnique. Le fait de se rassurer et d'attester aussi de ses aptitudes passe nécessairement dans la mise en pratique. Elle est là, votre quête de légitimité. C'est-à-dire qu'avec toutes ces craintes, tous ces freins que vous pouvez vivre en vous disant « mais est-ce que j'en suis capable seulement? Est-ce que c'est pas moi qui me raconte des histoires ?» Le seul moyen que vous avez pour vous assurer que tout va bien dans votre tête et que vous êtes effectivement en capacité d'être médium, c'est le fait de pratiquer. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là
que de vous confronter à des consultations, à des travaux en guidance, en voyance, en contact défunt auprès des personnes qui vous solliciteraient. Il faut bien évidemment pour acquérir, on va dire, cette audace d'aller au-devant des gens, d'aller se proposer pour faire des contacts, il faut accepter ce que l'on est aussi. C'est-à-dire que si vous-même à la base, vous êtes dans le refoulement de ce que vous êtes, non plus par peur, mais par crainte d'être exposé déjà au jugement des gens, vous risquez de ne plus être en phase avec ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas en phase avec ce que vous êtes, vous allez forcément être constamment dans de l'hésitation, constamment dans le mental, un mot que je n'aime pas des masses, mais qui pourtant ici prend tout son sens, c'est-à-dire que vous allez analyser ce que vous percevez, vous allez analyser et décortiquer la manière dont vous le direz, et le travail d'un médium est de travailler dans la spontanéité. On est toujours dans l'immédiat, on est toujours dans le spontané. Donc si vous commencez à trop cogiter en se disant est-ce que c'est comme ça que ça doit arriver, on m'a dit que ça devait passer par le cœur, on m'a dit que ça devait passer par le coronal, est-ce que je ressens mon cœur, est-ce que je ressens mon coronal, ah ben non je le ressens pas donc c'est pas fait pour moi. Si vous commencez à mentaliser comme ça, vous n'irez pas bien loin parce que vous allez vous couper de suite. Donc là aussi pareil, le fait d'accepter ce que vous êtes, le fait d'être vraiment dans cette capacité et cette audace à le présenter, c'est aussi une part aussi de légitimité. C'est le fait de s'assumer non plus. Également, peut-être une petite notion et un petit clin d'œil à nos amis les sceptiques. Les personnes sceptiques ne sont pas vos adversaires. Ce ne sont pas vos ennemis. Le temps du bûcher aux sorcières, il est loin. Ok. Donc, on est quand même avec la notion de se dire, je n'ai pas à convaincre les gens. De toute façon, dans votre parcours en médiumnité, on vous amènera ou on vous mettra en présence de personnes qui sont là-dedans, qui ont besoin de rechercher des réponses par rapport à l'au-delà, par rapport à du magnétisme, par rapport à de la voyance ou de la guidance. On vous mettra en présence des bonnes personnes. Si vous êtes, mettons, confronté à des gens qui disent, ça je me souviens hein, quand j'étais un peu plus jeune et que je déposais ma carte chez les commerçants, ou même une petite affichette, un petit prospectus, mon pizzaiolo préféré qui n'a pas perdu ma clientèle parce que ses pizzas étaient trop bonnes, j'étais allée le voir toute confiante et je dis bonjour monsieur, oui, est-ce que je peux déposer un petit flyer? Alors des flyers il y en avait des tonnes, hein, sur tout ce qui était possible imaginable, et il me dit qu'est-ce que vous faites, vous travaillez dans quoi vous? Médium. Ah non, pas ça chez moi. Merci monsieur. Alors je vous passe la commande de la pizza et après je repars. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on n'a pas, comment dire, à essayer de débattre de ces choses-là, on n'est pas là pour convaincre les gens. Si les gens ont un intérêt, ils sauront venir vous trouver et les choses se feront par elles-mêmes. Alors, on n'est pas là pour convertir des gens, on n'est pas là pour convaincre des gens, mais notre raison d'être, c'est l'accompagnement. On accompagne les autres. Donc, on n'a pas à prendre de jugement ou à partir en guerre pour essayer de conquérir des personnes sceptiques, c'est vraiment pas utile, ça ne sert strictement à rien déjà dedans. Et après, voilà, on est plutôt dans le fait d'accompagner les gens. Le fait d'accepter les échecs, ça aussi me semble-t-il que c'est assez important parce que les échecs en eux-mêmes sont un apprentissage, bien évidemment. Si vous ne captez pas quelque chose, si ça bloque, si vous avez ressenti un passant, c'est-à-dire un défunt qui est simplement de passage auprès de vous, qui vous envoie un mot, et le fait de se dire, oulala, là j'en tiens un, je vais essayer de faire le contact avec lui, et quand vous essayez de dialoguer avec, il n'y a plus rien à dire. Forcément, pour vous, ça va être un état de frustration, parce que vous allez vous dire, bah mince, j'aurais bien aimé poursuivre le dialogue, pour une fois qu'il y en avait un qui venait me voir, ah ben si ça se trouve, vu qu'il n'est pas venu et qu'il n'est pas resté plus longtemps que ça et qu'il n'a rien dit, si ça se trouve, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable de le faire. C'est absolument faux. Le fait de vivre certaines rencontres avec l'astral ne sert déjà pour ce qu'on appelle les passants, ça sert uniquement pour vous confirmer que vous avez bien un état de médiumnité
que vous vous distinguez des autres, que vous avez quelque chose de particulier, que vous êtes différent, différente. C'est à cela que servent aussi les contacts spontanés. C'est simplement pour vous permettre de cogiter en se disant mais c'est pas normal que je vois, mettons, un beau-frère qui est décédé, que je vois un enfant qui a été avorté, qui tourne autour de sa maman, que je vois, mettons, le fantôme du hamster de la petite fille. Bon, voilà, ce n'est pas normal. Donc, tous ces phénomènes-là qui peuvent se produire ne sont là que pour vous signaler votre différence et vous demander de vous y intéresser de manière assez soutenue. Mais là aussi pareil, et nous le verrons plus profondément avec les contacts défunts, le fait d'avoir des passants chez vous ne vous demande pas de traiter toutes les demandes de tous les défunts qui viennent vous voir ou qui sont en passage dans votre maison. C'est absolument pas ça. Si un défunt a besoin de communiquer, il restera beaucoup plus longtemps, il cherchera à interagir auprès de vous, il ne sera pas simplement dans le petit coucou et après je m'en vais. Ok ? Au niveau de vos capacités, c'est vrai aussi que vous le voyez quand même, que vous êtes légitime dans ce que vous faites lorsque vous avez aussi des intimes convictions. C'est-à-dire que les intimes convictions dont on a parlé ce matin sont un état, ce qu'on appelle la claire connaissance aussi. C'est-à-dire que vous savez pertinemment que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire ou d'exprimer est juste. Vous ne savez pas comment vous le savez, mais vous savez que vous savez. Et vous exprimez les choses. Donc là aussi pareil, si de l'autre côté on estime que vous êtes quelqu'un de suffisamment réceptif, de suffisamment fiable, qui fait preuve de tact, d'empathie pour pouvoir exprimer les choses, si on vient vous trouver à cette fin de délivrer certains messages, d'avoir ce côté préventif ou de guidance, si vous n'en étiez pas, on va dire, légitime, on ne viendrait pas vous trouver. Vous êtes considérés par l'au-delà comme des personnes de confiance au final. On vous teste, on vous propose des éléments parce qu'on sait au qui on a affaire, donc on vient vous trouver en ce sens. Avec ceci quand même, le fait, comment dire, de prendre une certaine assurance par la pratique, ça ne vous, comment dire, ça ne vous empêche pas de rester aussi dans ce qu'on appelle l'humilité, bien évidemment. Voilà, parce que le fait d'être, comment dire, de rester à sa place en considérant que nous sommes que des personnes qui font office de téléphone. Moi, je me considère comme ça. Je suis un téléphone entre l'au-delà et l'ici-bas. Bah, le fait de se dire, bah, waouh, je suis un sacré bon téléphone, quoi. Hein. Moi, c'est quand même avec la fibre et tout ce que tu veux. Là, c'est du tip top. Mais en même temps, il ne faut pas être dans l'orgueil de ce que l'on est. Donc, c'est vrai que le fait de se sentir légitime, il ne faut pas non plus s'enorgueillir. Il faut être fier de ce que l'on fait, parce qu'il ne faut pas faire non plus dans la fausse modestie, comme nous l'avons vu ce matin. Non, tout le monde n'est pas médium, n'en déplaise à certains. Oui, on est avec une fonction qui est particulièrement difficile à vivre au quotidien et qui demande quand même un état de responsabilisation par rapport aux gens que l'on accompagne, qui doit être assez assidu. Donc, c'est vrai que, voilà, on peut quand même avoir un sentiment peut-être de fierté ou sentir que ces capacités-là sont gratifiantes pour nous en se disant, ben voilà, j'ai une utilité aussi avec ça. Lorsque l'on parle de la légitimité, comment dire, l'illégitimité, voilà, le fait de vous dire, voilà, je suis légitime. Alors là aussi, pareil, on pourrait presque établir une norme, c'est-à-dire que dans l'illégitimité, ce qui est propre, on pourrait presque parler de symptômes d'illégitimité, ça serait des états d'anxiété. Voilà, parce que vous suivez ces ateliers pour vous comprendre vous-même, mais peut-être aussi pour arriver à trouver votre voie. En se disant, voilà, c'est bien beau, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux l'utiliser? On a aussi peut-être aussi un besoin de mettre un terme à tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété par peur de se tromper ou par peur aussi, comment dire, de redouter de ne pas être à la hauteur des attentes des gens. Là aussi pareil, en se disant waouh, mais on attend beaucoup de moi. Qu'est-ce qui va me permettre de donner, comment dire, une réponse, un état
de satisfaction par rapport aux gens qui viennent me solliciter, parce que ça, je peux vous l'assurer, et d'autant plus après lorsqu'on se professionnalise, lorsque les gens viennent nous voir, ils placent beaucoup d'attentes en nous. Ça, c'est évident, parce que la perception que les gens ont de la médiumnité, c'est bien sûr l'idée de se dire c'est un super pouvoir. La personne a réponse à tout. La personne forcément va dialoguer avec mon proche disparu. La personne va peut-être même me dater tel événement dans ma vie, et ainsi de suite. On arrive avec une idée presque, on va dire, euh, idéalisée, presque surréaliste, j'aurais envie de dire, de ce que sont les médiums et les voyants, c'est-à-dire qu'on attend énormément de choses de nous. On peut beaucoup, c'est vrai, on n'est pas des baguettes magiques, c'est vrai aussi, et on n'est certainement pas le bon Dieu. Donc on est quand même assez, comment dire, on est contraint d'évoluer dans un cadre qui est prédéfini non pas par nous, non plus par nous même je dirais, mais par l'astral, par vos guides et par vos défunts. Donc c'est vrai que ça, on peut être dans cette anxiété de se dire est-ce qu'au moins je serai à la hauteur de la tâche. Il y a le doute, comme on va l'évoquer après par la suite. C'est vrai que beaucoup vont se dire waouh, parce que là aussi pareil, vous vous faites toute une idée de ce qu'est le médium, ils vont se dire waouh, mais quand même, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur. Ou alors, et ça c'est peut-être pire encore, en tout cas pour moi c'est pire, lorsque j'ai d'excellents éléments dans les ateliers, c'est-à-dire des gens qui savent, enfin moi j'en ai eu quelques-uns, hein, pour ne pas la citer, Mégane par exemple. Voilà, quand j'ai vu arriver cette jeune femme dans mes ateliers, je lui ai dit clairement, je lui ai dit au niveau de votre médiumnité, vous êtes tout aussi forte que moi. On est au même niveau de médiumnité, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui va pouvoir faire énormément de choses facilement. Ah ouais, mais en fait, trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont avoir des résultats scotchants, édifiants, avec des retours qui sont bien là, et en même temps, vous allez dire, mais c'est trop beau, c'était un coup de bol. J'ai réussi, mais c'était un coup de bol. Je vais pas pouvoir réitérer l'exploit la fois suivante. Et la fois suivante, ça marche. Et donc, du coup, vous allez avoir cette attitude qui est, c'est trop beau pour être vrai, ça va peut-être durer un temps et après ça va s'envoler, ça va plus rester. Ça, on a aussi ce type, on va dire, de crainte par rapport à la médiumnité, par rapport aussi à un sentiment d'illégitimité en se disant, ça va s'arrêter à un moment donné ou à un autre. Un autre souci que beaucoup ont, et qui est très simple à régler, hein, c'est le complexe d'infériorité. C'est ce fichu besoin que vous avez de vous comparer les uns aux autres. Waouh, toi tu es capable de voir les défunts, tu les entends. Ah non mais moi je peux pas moi. Moi je peux pas. Bon, je dois pas être aussi douée que toi, donc je vais pas être capable de grand chose. Hein. Bon, je laisse tomber la médiumnité parce qu'on m'a dit que je devais les voir et les entendre, et moi je peux pas, donc je dois pas être aussi douée que les copains et les copines, donc j'arrête. Mais quand même, à côté de ça, au niveau de votre moyen de perception, vous allez peut-être avoir des ressentis sur l'émotion, vous allez peut-être avoir des ressentis sur les circonstances de décès, vous allez certainement peut-être avoir des phrases, des flashs par rapport à des mises en situation du défunt qui va vous partager des souvenirs, ou peut-être que par vos clairsens, sans même avoir peut-être le fait de voir ou le fait d'entendre, peut-être que lui va vous faire sentir une odeur qui est propre par rapport à son métier, ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a une multitude de facettes à la médiumnité, une multitude de possibilités en termes de moyens de réception. Le fait d'être canal, le fait d'avoir les moyens, vous en avez une multitude. Donc le fait de vous comparer aux autres en disant bah, je comprends pas parce que moi je les vois pas, j'ai rien, j'ai pas d'image mentale. Bon, le seul truc que je peux dire, madame, c'est qu'il est mort à 50 ans, qu'il avait un physique un petit peu comme un tonneau, pas bien grand, un peu rond, et il est mort d'une crise cardiaque. Ah ben, vous me parlez de mon papa. Ouais, peut-être, mais je le vois pas. Mais c'est pas grave parce que je sais que vous me parlez de mon papa. Ok? Donc arrêtez toujours d'essayer de comparer vos capacités à des normes qu'on vous aurait données ou à comparer auprès d'autres personnes. Le fait peut-être d'être dans ce doute, dans un sentiment d'infériorité, dans un sentiment de recherche
qu'on valide ce dont vous êtes capable, bah, ça va vous mener très certainement aussi à ralentir votre mise en pratique par le fait de rechercher aussi des formations. Alors, vous suivez ma formation, c'est très bien, je vous en remercie, c'est super, ne me quittez pas. Mais ça va faire un petit peu le syndrome de Tanguy. Vous voyez, le syndrome de Tanguy, c'est le gosse qui ne veut pas quitter son nid et qui, pour prétexter le fait de rester chez lui, passe toutes les maîtrises et tous les doctorats possibles imaginables en disant mais écoute, là je suis en train de faire mon doctorat de japonais, mon doctorat de politique, mon doctorat, ma maîtrise de ceci, de cela. Ok Tanguy, mais tu te lances dans la vie active quand? Ben, quand j'aurai fini mon cursus universitaire. Mais l'année prochaine, j'ai prévu de faire un doctorat en philosophie. Ok, ça va être pareil avec la médiumnité. Le fait que vous recherchiez des formations pour vous conforter et vous confirmer ce dont vous êtes capable, au bout d'un moment, il va falloir arrêter parce que la seule validité que vous aurez va être la mise en pratique de vos dons. Il n'y a que ça. Le fait de suivre des formations, ça vous donne une matière, une structure pour comprendre ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Et après, ce dont vous êtes capable, les compétences ne vont être jugées que sur pièce, donc dans la pratique. Ok. Il y a donc, voilà, l'un entraîne l'autre, hein, c'est-à-dire que vous avez donc cette zone de confort que vous chérissez tant, en se disant, la zone de confort, moi, je l'ai avec ma famille, mes amis. Ça passe super bien avec ma meilleure amie, je peux lui faire des voyances, c'est trop vrai et tout. Je peux faire du magnétisme, alors uniquement sur ma belle-mère ou sur mon beau-père, et ça marche, c'est génial, c'est super. Voilà, on reste dans une zone de confort qui est de l'ordre de la famille, des amis ou même des collègues. Et après, quand on vous pose la question, mais c'est quand que vous commencez à vous travailler auprès de l'inconnu? Ah non, mais non. Pourquoi? Bah, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Ah ben oui, bah, le truc qu'il y a, c'est que je sais que ça marche avec les amis et la famille, donc pourquoi est-ce que j'irais risquer de me ramasser en testant sur des gens? Ah oui, mais c'est le but du jeu aussi. Parce que si vous ne vous mettez pas en pratique de nouveau, vous ne savez pas ce dont vous êtes capable, ou vous risquez aussi peut-être de stagner dans vos capacités, dans vos aptitudes, en étant que dans la maîtrise de choses que vous faites dans cette zone sécurisée qui est de l'ordre de la famille, des collègues, des amis. Donc, si vous n'allez pas voir ailleurs, à un moment donné, vous ne serez peut-être pas confronté à certaines situations d'échec et vous ne serez pas en capacité de vous remettre en question sur une méthode de travail. Ça aussi, l'un découle de l'autre en se disant bah, je comprends pas parce qu'avec ma meilleure amie, quand je lui fais ça, ça marche du tac au tac. Là, j'ai essayé avec ce monsieur, ça n'a rien donné. Donc, il faut que je comprenne qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec ce monsieur, dans quelle façon de faire, dans quelle procédure j'ai été pour le faire et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il y a aussi deux autres points qui pourraient paraître comme ça de prime abord vraiment positifs pour vous, mais qui pourtant peuvent vous plomber aussi dans cet état de légitimité. C'est votre bienveillance. Le fait d'être trop bienveillant, ben, ça peut vous faire tomber dans l'assistanat. Voilà, c'est-à-dire que vous risquez après, comment dire, de répondre oui à tout le monde, de ne pas savoir fixer des limites dans l'abus au niveau des gens, de vouloir faire les choses peut-être à la place des gens, ou peut-être de devenir presque une béquille pour les autres, c'est-à-dire que les gens ne vont plus jurer que par vous et revenir tout le temps sans être dans une capacité de prise de décision autonome. Donc ça aussi, le fait de se dire, oh là là, mais si je suis tout le temps à aider tout le monde, est-ce que c'est bien pour moi? Bon, ben, je ne peux pas dire non non plus, ça peut être aussi un frein à votre médiumnité. A contrario aussi, on est même dans la notion de perfectionnisme. D'accord? Donc, c'est-à-dire que pour les perfectionnistes, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce que j'appelle le syndrome de l'Atlas. C'est-à-dire que l'Atlas, on est vraiment dans la notion de vouloir porter le malheur du monde. Et quelqu'un qui est perfectionniste va avoir ce souci de je suis capable ou je devrais être capable de faire beaucoup de choses et je m'astreins à une réussite. Dans notre profession,
au regard de la loi, hein, je parle là bien au niveau de la loi, au regard de la loi, il y a quelque chose qui nous protège en tant que médium, en tant que voyant, c'est que nous ne sommes pas tenus à une obligation de résultat. C'est ce qui est mentionné, c'est-à-dire que lorsque vous consultez un guérisseur, un médium ou un voyant, si le guérisseur vous fait des soins et que ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas vous retourner contre lui en disant bah, écoutez, j'ai payé, il n'y a rien qui s'est passé. D'accord? La loi dit j'ai mis en œuvre tous les outils nécessaires pour pouvoir faire des soins, mais je ne suis pas tenue à une obligation de résultat. Ok? En voyance, pareil. Si la personne vous dit bah, écoutez, vous m'aviez dit que j'aurais ce boulot à telle date, je ne l'ai pas eu, c'est pas bien et tout. J'ai mis en place tous mes outils pour faire la divination, mais je ne suis pas tenue à une obligation de résultat. Pareil en médiumnité, je suis venue vous voir pour avoir un contact défunt, je ne l'ai pas. J'ai mis en place tous mes outils et moyens de communication avec l'au-delà et avec votre proche disparu. Je ne suis pas tenue à une obligation de résultat. Ceci n'est pas fait pour nous dédouaner d'une responsabilité, loin de là. Mais on est simplement aussi peut-être dans le but aussi de rappeler aux gens qui sont trop dans un désir de pouvoir tout faire, de leur rappeler qu'ils sont simplement humains. Et pareil au niveau des gens qui viennent vous consulter, le fait de leur rappeler que nous pouvons faire beaucoup, en tout cas on se donne les moyens de faire, si le résultat n'est pas présent, de temps à autre, pas tout le temps, hein, mais de temps à autre seulement, peut-être que ça n'a pas été à notre portée et il faut aussi que votre clientèle ou patientèle le reconnaisse en tant que tel en se disant bon ben voilà, la personne en face a des capacités, j'en doute pas, elle m'a montré par ailleurs qu'elle avait ou qu'il avait des capacités, j'en doute pas, là ça s'est planté grave, mais je peux pas non plus lui en vouloir parce que ce n'est pas Dieu que j'ai en face. Ok? Donc si déjà on est capable de le faire comprendre au niveau des gens, pour soi-même, le fait de se dire non mais attends, si je n'ai pas réussi, il ne faut pas non plus que je me mette la rate en courbouillon. C'est aussi quelque chose d'important pour vous, parce que vous aurez, et ça je peux vous l'assurer, alors un instant, donc voilà, simplement le fait de vous rappeler que vous n'êtes pas des surhommes. Voilà, donc on n'est pas dans une possibilité de pouvoir sauver tout le monde, ou de pouvoir répondre à toutes les demandes. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi le syndrome de l'Atlas, qui vous invite tout simplement à ne relever un défi à la fois. Ça aussi pareil, le fait d'avoir des gens qui disent je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Non, un truc à la fois, c'est largement suffisant. Euh, Alors c'est vrai que dans la légitimité, comme j'expliquais, c'est vraiment le fait de constater que les choses sont réalisables parce que vous êtes passé à l'action et que vous êtes donné les moyens de faire les choses et de vous tester. Ok? C'est de reconnaître aussi votre authenticité en tant que médium, c'est-à-dire que les choses que vous vivez, elles sont là, elles sont bien présentes, elles sont authentiques. Vous n'êtes pas en train de voler quelque chose à quelqu'un. Vous n'êtes pas en train de jouer un rôle. Vous n'êtes pas en train d'être ce qu'on appelle l'imposteur, en se disant oh là là, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour d'autres. Voilà, ce que vous êtes fait partie de vous de manière intégrale, donc autant, comment dire, le comprendre et l'assumer pleinement en se disant je peux le faire. Lorsqu'on est dans la médiumnité, le fait d'être illégitime, je pourrais le reconnaître uniquement dans la situation présente. C'est-à-dire si vous avez quelqu'un qui pense qu'il a une capacité de quoi que ce soit, médiumnité, voyance, guérison, la personne se teste sur 20 personnes. Alors sur 20 personnes, pas dans une journée, pas dans une semaine, hein, mais sur 20 personnes dans un mois. Ok? Voilà, parce que j'en ai certains qui mettent les bouchées doubles en disant ben moi je me suis testé sur 6 personnes aujourd'hui. On va calmer peut-être un peu le rythme, vous êtes à vos débuts, ménagez-vous. Donc vous prenez un mois. Si dans le mois vous me faites 20 séances, quel que soit le domaine pour lequel vous êtes en train de postuler, entre guillemets, que ce soit le magnétisme, que ce soit la divination, la voyance, que ce soit la médiumnité, en guidance ou en contact avec les défunts. Sur les 20, vous en avez 14, 15 qui vous disent c'est bon, c'est juste, on est pile poil dessus. Là, je pense que quand même, vous allez quand même mettre un terme à ce sentiment d'illégitimité.
Parce que si vous arrivez à un résultat de 14, 15 personnes qui vous disent c'est pile poil ça, je vous ai rien dit, vous m'avez sorti des trucs que vous n'êtes pas censé savoir, vous visez juste, j'avais mal à telle partie, à tel endroit, vous visez juste, mon mari il s'est noyé, vous visez juste par rapport à ce qu'on appelle la lecture d'âme, c'est-à-dire ce qui précède la voyance, c'est-à-dire le fait de voir le passé et le présent d'une personne pour ensuite pouvoir discuter de son avenir. C'est toutes ces choses-là, vous voyez qu'au final, il y a des résultats probants. Il est clair que ce que vous êtes en train de travailler est juste. Sinon, on ne vous donnerait pas les informations. Vous n'en seriez pas capable si vous n'étiez pas à votre juste place. Ok? On prend cette histoire toujours de 20 personnes. Si vous avez 20 personnes et que dans les 20 personnes, vous êtes à 12, 10, là, je vous demanderai de continuer un mois de plus. En disant, voyons, là, vous êtes en train de débuter, on n'en a que 10 ou 12, ça répond bien. On va essayer de monter un petit peu le niveau. Et par la pratique ou par le fait de vous tester, sachez quand même, comment dire, estimer la valeur de ce que l'on vous donne, à hauteur de ce que l'on vous donne, l'impact que ça a eu par rapport aux gens que vous avez en face, quels que soient les domaines, et vous allez recommencer avec 20 personnes de plus pour voir si ça monte un peu. Ok? Donc ça sera simplement une notion de persévérance dans la pratique. Si vous me faites 20 personnes et que vous arrivez à 5 réussites, franchement, je vous dirais, c'est pas la peine de continuer. Pourquoi? Parce que normalement, lorsque vous êtes dans ce qu'on appelle de la médiumnité pure, c'est-à-dire que on travaille en partenariat avec l'au-delà, normalement, les choses vont arriver. Même si vous n'avez que quelques mots, même si vous n'avez qu'une image qui est donnée. Je ne vous parle pas de faire des séances comme moi je peux le faire de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Là, on parle d'un niveau professionnel. Mais à votre niveau d'apprenti. Si vous êtes sur quelque chose qui tourne vraiment trop bas, là c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir vous poser les bonnes questions en vous demandant si clairement vous n'avez pas peut-être idéalisé des dons, des capacités, et si vous ne vous les êtes pas appropriés en disant voilà, c'est ça que je veux faire, alors qu'au final, ça ne vous est pas destiné. Là aussi, pareil, il faut se l'entendre dire. Voilà. Lorsque j'ai des gens qui viennent me voir en disant on m'a dit que j'étais médium, donnez-moi la photo, vous n'y êtes pas. En général, quand je dis aux gens, parce que je suis d'un caractère assez franc, quand je dis bah, écoutez, vous n'êtes pas médium, ben, la réponse, j'allais dire 9 fois sur 10, c'est ah ben je le savais. Parce que j'ai rien vu, j'ai rien vécu, j'ai rien connu avec ça. Ça me paraissait un peu bizarre. Non, franchement, non, j'ai vraiment rien eu d'exceptionnel en lien avec ça. Donc le fait de me dire bah oui, vous n'êtes pas médium, ça me parle mieux parce que ça me surprenait. La médiumnité, voilà, pour moi, c'est quelque chose d'un peu plus élaboré, donc vous avez répondu à ma question. Ok? Ça, je pense que quand même, vous le portez en vous et vous le savez, et vos histoires, vos parcours à chacun et à chacune, vous a déjà donné, comment dire, un sens à suivre, une voie à suivre dans votre médiumnité, parce que sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui avec moi pour faire des ateliers en médiumnité. Voilà, il y a quand même un déroulement de vie et des expériences qui ont fait que vous avez eu raison de vous poser les bonnes questions. Donc, je vous rassure tous et toutes, vous êtes tout à fait légitimes dans la discipline. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser la parole par rapport à ce sentiment de légitimité, par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc j'ai suivi plus ou moins l'article, en y ajoutant bien évidemment des choses à propos avec l'atelier ou la petite conférence que l'on porte dessus. Quelles seraient vos interrogations par rapport à ce sentiment de légitimité? On a entendu, enfin moi j'ai entendu des réponses avec ce que vous avez dit, quoi, Inès. Eh oui. Donc ça vous parle quand même dans le sens où vraiment il y a quand même quelque chose qui fait écho dans ce que j'ai expliqué. Et au final, ça recadre peut-être un petit peu les choses par rapport à ce sentiment d'illégitimité que vous auriez pu avoir les uns et les autres. Mais il faut s'entraîner, quoi. On est légitime. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Il ne faut pas avoir peur de le faire, c'est ça. De se dire, oui. Oui. Moi, ce que j'ai compris, si... vous m'entendez, Inès?
Oui, parfaitement. Allô, allô. Ce que j'ai compris, c'est au niveau des capacités, si nous n'étions pas légitimes, indépendamment du fait d'expérimenter pour en être certaine, pour se rassurer soi-même, l'univers, par exemple, l'univers, les guides, n'importe où, enfin qui vous voulez, nous aurait pas mis sur cette voie-là. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous auraient orienté, même avant l'expérimentation, ils nous auraient fait comprendre que allez, passe à autre chose, quoi. Alors, très certainement, même les choses ne vous auraient même pas été amenées. Même au départ. Voilà, les choses ne vous auraient même pas été amenées, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas suscité votre intérêt sur quelque chose. Alors, je distingue bien de deux éléments, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une réelle affinité, un réel intérêt pour les choses de l'ordre du surnaturel, du paranormal, de la divination, de la spiritualité, mais qui en même temps ne vont pas y toucher parce que ils savent que c'est pas quelque chose qui les attend. Ils n'ont rien à faire avec ça, mais ils sont quand même en affinité avec ces milieux-là et ils savent nous trouver. Ils sont curieux. Voilà. Ils sont curieux, mais ils ne sont pas attirés. Voilà, tandis que et c'est tout à fait juste le mot que vous employez, c'est exactement ça. Nous, en fait, on a une attirance qui est presque, j'allais dire, viscérale, c'est ancré en nous. Ah, c'est ça. Voilà, on a besoin de se comprendre. C'est presque même obsessionnel quand on n'arrive pas à voir la chose ou à ressentir la chose qu'on voudrait, quoi. Oui, parce que du coup, ça peut entretenir un sentiment de frustration parce qu'on a besoin de se connaître soi-même et on a besoin de comprendre ce que l'on vit. Et en plus de ça, Oui. comme je l'expliquais, en plus de ça, ce qui se passe, c'est que au niveau de la médiumnité, on vient nous chercher. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est placé en nous, oui, mais on nous amène vers cette voie-là avec tous les événements, toutes les mises en situation, les expériences de vie que vous avez les uns et les autres. On vous impose ça, que vous le vouliez ou non, on vous impose. Donc, il est clair que lorsqu'on vit de manière récurrente certaines choses, on ne peut pas être dans l'ignorance de ce que l'on est. C'est pour ça que quand j'expliquais aux gens, quand les gens viennent me voir en disant « on m'a dit que j'étais médium », eh bien, je suppose, avant même d'avoir vu la photo, que la personne ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est médium... Pourquoi ? Parce qu'elle a employé « je suppose ». Non, parce qu'elle a dit « on m'a dit que j'étais médium ». On m'a dit que... Et oui, parce que généralement, lorsque vous vivez quelque chose, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Vous avez besoin qu'on vous le confirme. Ça, c'est une autre chose. Oui, si, quand même, on a besoin d'être confirmé. Oui, confirmé, oui. Mais le fait de vous dire, de vous déclarer médium, vous n'avez pas besoin que quelqu'un en face vous dise tu l'es. Déjà, vous le vivez de par vos expériences. Et ces expériences qui, mis bout à bout, font beaucoup trop pour être qu'un simple hasard, on est quand même sur des choses assez intenses en médiumnité quand même. C'est pas, voilà, on est quand même sur des événements qui sont récurrents. La médiumnité, c'est un état qui est constant, régulier et progressif. Donc quelqu'un ne peut pas ignorer qu'il est médium. Ça, c'est absolument impossible. Ce n'est pas possible. Oui, mais alors, moi, par exemple, je l'ai toujours été depuis le décès de ma grand-mère, j'avais 7 ans. Et ça a toujours été en moi. On parle de quelque chose de viscéral, comme on disait il y a 2 minutes, et d'obsessionnel, et ça a toujours été là, et j'ai toujours voulu m'en servir, mais j'ai jamais pu, parce que j'ai jamais su. Et il y a eu un moment donné de ma vie où ça m'a complètement quittée, parce que, voilà, c'est mon histoire de vie où j'ai été obligée de, par rapport aux hommes que j'ai eus dans ma vie, j'ai été obligée de complètement l'enfouir. Et ça a été une grande frustration pour moi parce que j'ai fait passer les autres avant moi. Et il y a fin 2019, j'ai eu cette rupture avec mon ex-conjoint qui a fait que je me suis retrouvée moi. Et au final, la spiritualité est complètement revenue dans ma vie. Et je me suis retrouvée, j'ai décidé de le choisir et c'est complètement revenu dans ma vie. Oui. Et à partir de là, j'ai décidé de rechoisir ce chemin de vie et j'ai envie, et c'est revenu comme une évidence. Mais j'ai complètement cette peur d'illégitimité qui est là, complètement présente en fait.
Et au final, c'est ma plus grande peur. Alors, je parlerai pas d'illégitimité vous concernant parce que je parlerai plutôt de sentiments d'infériorité. Voilà, c'est un peu comme si vous vous étiez, comment dire, euh, catalogué dans l'inutilité, même j'aurais dit, dans l'inutilité. Et je pense que ce sentiment a été bien évidemment mis en place chez vous, il a été conditionné chez vous par l'entourage que vous aviez, parce que lorsque vous avez peut-être eu l'audace ou même l'envie d'en parler, on vous a rembarré direct en disant mais non. Voilà, tu restes à ta place, arrête avec tes conneries, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que... oui, pardon, laissez-moi finir s'il vous plaît, merci. Oui. Et c'est vrai que lorsque vous avez des gens en face qui n'arrêtent pas de vous rabâcher, que ce que vous pensez être intéressant est complètement débile, c'est que des conneries, tu vas finir dans une secte, tu as le cerveau complètement retourné, t'es pas toute seule dans ta tête. Au bout d'un moment, bah, vous arrêtez d'en parler parce que vous n'êtes pas là pour souffrir, hein, non plus ni moins. Donc du coup, vous arrêtez d'en parler et vous refoulez. Donc il y a un sentiment d'infériorité en se disant, bon voilà, je sais ce que je suis, je le porte en moi, je ne peux pas le nier, je ne peux pas l'ignorer, mais je ne peux surtout pas l'extérioriser par peur de me prendre un coup de massue. C'est un peu comme le jeu tap-top, vous savez, dès que la top elle sort, boum, allez, un coup de masse et tu repars dans ton trou. C'est exactement ça qui s'est passé avec vous. Mais vous n'étiez pas, encore une fois, ignorante de ce que vous étiez et de ce que vous êtes. Vous êtes en train... Oui, vous êtes en train de vous le réapproprier maintenant. Ouais. Mais alors, il y a aussi le fait que, par exemple, on sait ce qu'on est et que l'univers, après, décide. Enfin, on l'a en soi et on le vit au quotidien, mais est-ce qu'après, on a cette mission de vie de le développer ou pas et de s'en servir ou pas après? Ça va faire partie des états de compétence. De compétence. C'est-à-dire qu'avoir quelqu'un qui fait du bricolage le dimanche, tout le monde en a un. Avoir quelqu'un qui fait, on va dire, un métier dans les grosses œuvres ou quelque chose comme ça va être plus rare. Ok. Donc c'est vrai qu'après on est plutôt dans des termes de niveau de compétence. Parce que là aussi pareil, on peut quand même développer les choses, et vous êtes ici dans ces ateliers à cette fin-là. Après, dans le principe de médiumnité, ce que vous portez à vous est déjà prédéfini. Ok, donc forcément, en toute logique, vous ne pourrez pas aller au-delà de ce qu'on a mis en place en vous. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est toujours l'histoire du fameux peintre qui pourrait devenir après un Van Gogh par la suite. Non, il y a des gens qui ont du talent, ça marche bien et c'est suffisant, mais ils ne seront jamais des maîtres en peinture. Ça existe. Ça aussi, je pense que là, pareil, pour ne pas entretenir un état de frustration ou d'illusion aussi, il faut être juste avec les gens en disant, mais voilà, certaines de vos compétences vont être là, c'est très bien. Ah oui, mais moi j'aurais souhaité faire ça. Ben non. Et si la personne arrive à se connaître, c'est la fameuse philosophie du connais-toi toi-même. Le fait de se connaître soi-même va vous être utile pour plusieurs choses en médiumnité. La première, savoir quels sont vos talents. La deuxième, quelles sont vos failles. La troisième, quelles sont vos limites. Si vous connaissez vos talents, vos failles et vos limites, ça ira beaucoup mieux et vous n'allez pas rechercher quelque chose qui n'est pas à votre portée, non pas parce que vous n'êtes pas capable de le faire, mais simplement parce que ce n'est pas bien pour vous de vous l'attribuer, parce que vous risquez de craquer sous le poids de ce qu'on pourrait vous placer. Comme on le verra avec les passages d'âme ou les dégagements d'entités, c'est pas tout le monde non plus qui pourra le faire. Au niveau de la légitimité, est-ce que vous aviez d'autres interrogations sur cette thématique-là? Attends, je prends mes notes. Moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la raison d'être, et c'était l'accompagnement des gens. Oui. Personnellement, depuis que je suis petite, en fait, les gens viennent vers moi pour se confier de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leur, je sais pas, de ce qui va pas bien dans leur vie à un instant T. Et ça m'a toujours étonnée parce qu'il y avait des personnes que je ne connaissais pas du tout et qui venaient vers moi spontanément. J'ai compris après, voilà, par rapport au passage d'âme, etc., qu'en fait, j'avais des messages
En plus, beaucoup lié par rapport au décès futur, assez proche d'ailleurs. Ça m'est arrivé au moins 3 ou 4 fois quand même ces dernières années où je savais que la personne allait mourir. Mais par rapport à ça, l'accompagnement des gens, justement, là, moi, j'ai ma limite parce que je sais pas comment le dire. Enfin, je vais pas dire à la famille, bah, profitez-en parce que la personne va bientôt mourir, quoi. Enfin, c'est impossible à dire. Donc, quand on parlait de bienveillance, etc., il y a des fois, c'est vraiment compliqué, quoi. Ah, mais c'est certain, c'est jamais simple. C'est vrai que l'état, on va dire, de légitimité porte aussi ce fardeau-là. C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, tout dépend si on voit les choses à moitié vides ou à moitié pleines. On est plutôt dans le fait de comprendre que cette nature attractive que l'on a avec l'au-delà, avant tout, elle va se retrouver déjà avec le vivant. Nous sommes les médiums, je dirais tous, sans exception. Nous, dans la famille d'âme, j'en parlerai à l'occasion d'un autre atelier, dans la famille d'âme, il y a plusieurs notions de famille d'âme. Les médiums ont toujours une appartenance à une, deux familles. Voilà, entre guillemets, si je voulais faire ça de manière très imagée, il y a toujours un papa et une maman. Ok ? Donc, on a toujours une partie de la famille qui va partir du côté des âmes guérisseuses. Et les âmes guérisseuses sont, par nature, des personnes qui sont dans l'empathie, altruistes, qui sont dans l'assistance, qui sont dans le réconfort, qui sont dans le soutien. Et forcément, cette nature d'âme guérisseuse va se traduire au sein des personnes. Il n'est pas nécessaire d'avoir des dons de guérison pour être dans les âmes guérisseuses. Il suffit de parler des assistantes sociales, des pompiers, assistantes maternelles, nourrices, les gens qui travaillent dans les EHPAD. Des kinés, des ostéos ou autres, voilà, ils sont pourtant aussi dans des milieux médicaux où ils ont une assistance, un réconfort auprès des gens, et en même temps, ils ne sont peut-être pas du tout sensibles à ces choses du spirituel ou de l'énergétique, peu importe, mais leur nature d'âme vibre tellement qu'ils sont attractifs au point d'attirer les gens spontanément. Je pense pouvoir dire et le déclarer, tous les médiums, sans exception, à 121%, tous ont eu droit au fait de taper la causette avec quelqu'un qui ne connaissait ni Nadan ni Dev, mais qui vous a raconté votre vie. Ça, c'est sûr. Voilà. Oui. Moi, le coup de je fais mes courses, je ne suis pas bien grande du haut de mon 1m55, mais j'étais un peu plus grande que la mamie à côté de moi. J'ai pu attraper la conserve de petits pois carottes. Je lui passe, elle me dit « Oh, vous êtes bien gentil. Vous me rappelez ma fille, tiens. Et ma fille, vous savez ce qu'elle fait ?» Après, quand tu rentres, parce que tu ne vis pas très loin de chez toi avec le supermarché, et le mari qui te dit, bah dis donc, t'en as mis un temps pour faire des courses, en plus on n'a pas pris beaucoup. Ouais, pendant 10 minutes, je causais avec une petite dame, très sympathique d'ailleurs, hein, mais... Et c'est comme ça. Et ça, vous l'avez dans les transports, dans les files d'attente, chez le docteur, où que vous soyez, on vient parler, on vient se confier, alors que vous n'avez rien demandé. C'est votre énergie qui parle. C'est votre énergie qui parle. Et ça, nous le verrons aussi par rapport à cette particularité à prédire les décès, le pourquoi du comment. Parce que là aussi, il y a aussi une raison d'être et une explication à ce type de phénomène. Donc c'est vrai que la bienveillance est une nécessité chez nous, sinon on ne pourrait pas faire ce que l'on fait. Et on est aussi avec quelque chose qui a son revers, c'est que, à nouveau, comme je l'expliquais dans ce petit article que je vous ai lu, les gens attendent beaucoup de nous. Voilà, ne serait-ce que de pouvoir échanger, de parler, ils nous sentent arriver, ils nous sentent disponibles à écouter, et c'est vrai qu'on se fait accaparer. Donc si ça, vous le retrouvez auprès du vivant, mais depuis tout petit, c'est-à-dire depuis votre enfance, dans votre scolarité, dans votre boulot, et ainsi de suite, il est certain que si avec le vivant vous l'avez, vous l'aurez d'autant plus et beaucoup plus fort avec les défunts. Mais alors, moi... comment... Vas-y. Par rapport à... je voudrais juste rebondir par rapport au fait que, justement, on attire beaucoup les gens à nous. Alors ça, je le vis effectivement beaucoup, la petite mamie dans le supermarché, tout ça. Mais moi, j'ai le phénomène aussi inverse. C'est-à-dire que souvent, je rencontre des gens et au premier abord, ces gens vont avoir un phénomène de rejet. C'est-à-dire qu'ils vont pas m'aimer au premier regard ou vont avoir beaucoup de jalousie envers moi ou certaines choses comme ça. Et c'est vrai qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit cette phrase
que j'avais une lumière beaucoup trop forte pour eux. Et qui m'a donné cette espèce d'explication comme ça. Alors moi je vais l'expliquer presque pareil parce que le terme est assez... J'ai vu ça aussi. Cette expression est juste, mais après il faut la prendre dans son sens le plus juste. C'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe, c'est que vous mettez en lumière les choses. Exactement. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. Et du coup, comme vous mettez en lumière les choses, forcément, il n'est pas très simple de vous cacher des choses ou de vous tromper aussi. On en reviendra aussi par la suite. Et du coup, les gens n'aiment pas les personnes qui pourraient, comment dire, mettre en avant ou extérioriser ou mettre en lumière ce qui cloche chez eux. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Pour cette partie qui est dédiée donc uniquement à la légitimité, je pense qu'on a ici fait le tour. Donc, on va pouvoir y revenir par la suite dans les prochains ateliers. On va se pencher maintenant dans une deuxième partie qui ne va pas être diffusée en mode public, mais qui va rester de l'ordre du privé, parce que ça fait partie de vos ateliers à tous et à toutes. On va se pencher donc dans cette deuxième partie sur tout ce qui est de l'ordre des peurs et des craintes liées à votre médiumnité. Donc ici, j'arrête l'enregistrement audio que je mettrai donc à disposition sur YouTube.